C'est un fleuron de l'architecture du style Renaissance italienne. Construite au XVIe siècle, elle a notamment été habitée par des figures comme Honoré d'Urfé. Ses jardins, son sphinx ou sa grotte de fraîcheur sont tout aussi splendides. Mesdames et messieurs, découvrons ensemble ses secrets. Plongeons dans les abysses de sa destruction jusqu'à sa rénovation qui élève la bâtie d'Urfé au rang de chef-d'œuvre. Au XVe siècle, le manoir est habité par la famille des seigneurs d'Urfé. Elle est construite uniquement pour être la résidence familiale de ceux qui portent alors le titre de bailli de forêt. Claude d'Urfé a, à cette époque, un rôle important. Il représente la France au Conseil de Trente et désire donc une demeure somptueuse. Cette grande famille qui habitait le lieu a aussi comporté un écrivain exceptionnel, Honoré d'Urfé, qui a écrit l'Astrée, best-seller de l'époque, en 5 tomes dès 1607. Il choisit alors dès 1535 de rénover l'édifice. Tout d'abord, le château, presque féodal, est transformé en une belle résidence style Renaissance italienne. Puis on suit étape par étape chaque partie de la demeure, comme le sphinx ou encore la grotte de fraîcheur. Pourtant, l'édifice tombe en ruine à la veille de la Révolution française, vidé de ses grands hommes et de l'âme qui l'habitait jadis. En 1765, la bâtie seule émiette les restes de son histoire, jusqu'en 1920, lorsque la Diana, la société archéologique et historique qui a racheté les lieux en 1909, lance les travaux de rénovation qui durent un demi-siècle. En 1912, elle devient monument historique. Nous lui serons éternellement reconnaissants de l'avoir sauvée de la ruine. L'humanité aurait perdu un chef-d'œuvre intemporel, et la preuve de sa beauté se trouve dans notre prochaine pièce. Il a les pecs. Plaît-il? Il a dû pousser à la salle Jésus, hein. Sachez, jeune homme, pour votre gouverne, que cette statue représente Vertumnus, dieu de l'automne. C'est une divinité romaine qui protège les jardins. Aussi, à la Renaissance, l'art et la sculpture s'est grandement amélioré. La représentation du corps humain est beaucoup plus détaillée et plus valorisée. On a restauré la pièce en 2008 avec une grande inspiration antique. On y voit des coquillages, le plafond est décoré par du sable coloré. Cet espace est non seulement original, mais on y distingue l'amour humain et divin qui s'accordent ensemble dans une rare beauté. Donc la fontaine que vous voyez là, elle a été reconstituée à partir de morceaux de fontaine qui ont été trouvés lors de fouilles archéologiques dans le jardin et dans la cour dans les années 90. Donc c'est un exemple de travail de reconstitution qui est super intéressante. Et le guide nous a aussi mentionné qu'aujourd'hui, la bâtie d'Urfé se fissure de plus en plus parce que le sol, avec le réchauffement climatique, s'assèche. Et en s'asséchant, ça fait bouger les fondations de la bâtie et ça pose des problèmes de fissures importantes. Donc il y a des problématiques de conservation et de restauration future de la bâtie d'Urfé qui sont posées par le réchauffement climatique. Le sphinx, une sculpture du XVe siècle, a été en partie détruite due aux intempéries. Cependant, elle n'a pas été rénovée. Une copie de l'original est observable à la bâtie d'Urfé. Vous observez actuellement une copie et l'original est observable au musée de la bâtie. Vous allez dire que je pinaille, mais je ne pinaille pas. Ce sphinx ne provient absolument pas d'Égypte. Entre 2013 et 2014, le Conseil de Loire a trouvé la maudite somme de 42 000 € pour le sauver et en faire une copie. Tous les passionnés d'histoire peuvent à présent venir visiter ce chef-d'œuvre de la Renaissance. Grâce à la Diana et ses efforts, la bâtie d'Urfé a pu rouvrir ses portes dignement. Elle est aujourd'hui protégée des risques grâce à son titre de monument historique depuis 1912. Le Conseil général de la Loire et son investissement de plus d'1 million d'euros est également à remercier, car grâce à eux aujourd'hui, tous les passionnés de la bâtie d'Urfé peuvent revisiter ce lieu incroyable ainsi que ses activités telles que les nuits de la bâtie d'Urfé ou encore son restaurant et son musée. Quand avez-vous visité la bâtie pour la première fois? Eh bien, je ne sais pas. Il y a quelques années, je suis tombé sous le charme. Je trouve que l'endroit est vraiment très beau, le château, le jardin, et je l'ai revisité avec mes enfants et je garde de ces 2 visites un très bon souvenir. D'où vient cette passion pour cet édifice?
Je ne parlerai pas de passion. Non, je ne peux pas parler de passion pour la bâtie d'Urfé, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est un endroit, je trouve, qui respire la sérénité, comme le disait notre guide tout à l'heure. Un endroit où on se sent bien. C'est vrai. Un lieu de beauté et de calme. Si demain on vous l'offre, seriez-vous prêt à y habiter? À y habiter, peut-être. À l'entretenir, non. Avez-vous lu l'Astrée? Et pourquoi a-t-il cartonné à l'époque selon vous? Non, je n'ai pas lu l'Astrée. J'en connais le thème. Je pense que comme beaucoup de gens, j'en ai lu ce qu'on peut lire dans les manuels de littérature, dans les manuels de français, en seconde, en première. Mais non, je n'ai pas lu l'Astrée et je pense que si ce roman a connu un tel succès, c'était parce que beaucoup de gens, hommes et femmes confondus, aimaient à imaginer, aimaient qu'on leur conte des histoires qui évoquaient à la fois l'amour et la nature. Pensez-vous que l'énergie de la bâtie y est pour quelque chose? Ta question, c'est est-ce qu'on retrouverait dans l'Astrée quelque chose de l'atmosphère de la bâtie? C'est quelque chose qu'on peut supposer parce que c'est ce que nous a dit notre guide tout à l'heure, mais tu comprends bien que n'ayant pas lu l'Astrée, je ne peux pas répondre à ta question. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve La semaine prochaine, pour parler de la cuillère qui se trouve dans un musée en Russie. Merci à vous.